ce que je fais, c'est que je mets le lien, je mets toutes les infos ici, c'est le lien vers un espèce de Miro qui centralise un petit peu tous les liens, et puis au fur et à mesure, peut-être toutes les idées clés qu'on va aborder. Donc ça, c'est un premier point. Euh, je rappelle également le lien vers le meet-up précédent. Voilà. Donc il y a des Miro, et ce que je fais également, c'est que je fais des comptes rendus pour l'instant systématiquement, où je synthétise un petit peu tout ce qui s'est dit, histoire de pouvoir suivre et pouvoir s'y référer. Donc, en fait, c'est le lien ici, le compte rendu, vous avez le lien. Ce que j'étais en train de dire, c'est on va faire un atelier, et on va le faire, on va l'organiser par type d'entreprise. Vous allez voir juste après, je vais expliquer. Et puis, Stéphane, qui est présent, va nous présenter ses retours sur le livre Agile Competitor en Virtual Organization. On en avait parlé la dernière fois, on l'avait évoqué, et Stéphane l'avait lu, donc c'est le moment voilà, de nous faire partager un petit peu ses retours. C'est pas une fiche de lecture, hein, c'est plutôt est-ce que ça vaut le coup de le lire ou pas, et c'est quoi les éléments clés qu'il y a dedans, pour savoir si ça vaut le coup d'y aller. L'idée est la suivante. C'est se dire, parce qu'on parle d'agilité entreprise, mais moi, la question, en creusant cette question, je me dis que finalement, enfin, ce qui est tout naturel, hein, selon le type d'entreprise, en tout cas, le cycle de vie, là où en est l'entreprise plutôt, finalement, l'agilité, c'est pas la même. Et le besoin en agilité peut-être pas la même, et la réponse non plus. Et donc, ce que je vous propose, c'est finalement de se poser la question, pour une startup, c'est quoi l'agilité entreprise? Pour une scale-up, c'est-à-dire la phase de croissance, là où elle est en croissance forte, ça veut dire quoi? Et pour une PME qui est en mode exploitation de son produit, de son actif, qu'est-ce que ça veut dire? On regardera après les ETI, les grands groupes, et en fait, on va se poser la question par rapport à différents points de l'agilité, c'est-à-dire la stratégie et l'exécution, euh, l'organisation et la structure, donc l'agilité stratégique, l'agilité organisationnelle, l'agilité opérationnelle qu'on connaît beaucoup plus, hein. Là, j'ai mis cette partie pour qu'on soit à l'aise à mettre des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise, c'est-à-dire les équipes, les méthodes, et puis l'agilité comportementale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour une startup? Qu'est-ce que ça veut dire pour une scale-up? Qu'est-ce que ça veut dire pour une PME qui est en phase d'exploitation? Éventuellement autre, parce que finalement, le découpage que j'ai fait, il n'est peut-être pas suffisant, et il y a peut-être, vous voulez peut-être parler d'autres choses, d'autres types d'agilité, ou que sais-je. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Ouais. Ouais. Eh ben, je vous propose de passer un petit moment, euh, chacun de son côté, à mettre des post-it, pour voir ce que ça donne, et on va partager après. On se donne peut-être 10 minutes, et voir qu'est-ce qu'il en sort, hein, de cet exercice-là. Par exemple, pour la partie agilité opérationnelle, pour une startup, moi je me dis qu'on est en phase d'innovation, de créativité, donc des approches de Lean Startup, de Design Thinking sont plus adaptées. Quand on est en phase de scale-up, en phase de croissance, moi je veux me focaliser sur le développement du produit, la croissance du produit. Donc des méthodes comme Scrum, évidemment, vont être plutôt très appropriées. Et puis, et peut-être pour passer à la croissance, justement, à l'échelle, on connaît tous qu'il y a des frameworks adaptés pour ça. Et puis pour la partie PME, où on va exploiter ce qu'on a, donc le faire vivre, être en maintenance, évolutif, correctif, ce genre de choses, moi, je me dis qu'une approche en flux, un Kanban, quelque chose comme ça peut être très adapté. Voilà, typiquement le genre de réflexion que je pourrais avoir. Alors, vous partagez pas, c'est justement ça que j'aimerais bien qu'on regarde aujourd'hui. Mais voilà le genre de distinction que je peux faire entre les différentes scales. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la stratégie, de son exécution? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la structure? Et puis de l'organisation au sens un peu plus large. L'organisation, c'est pas que la structure, c'est également la répartition du pouvoir, ce genre de choses. Ce qui me gênait là, en fait, c'est que dans la PME, on était comme si on était dans l'exploitation d'un produit, etc. Alors que ce que je voulais exprimer, c'est que finalement, euh, ces trois modèles-là, on peut les avoir fait dans la PME avec un produit qui est en exploitation et sur d'autres produits, on est en mode startup ou mode scale-up. Enfin, c'est ça que j'arrivais pas à exprimer, c'est ça que j'aurais Ouais, voulu mais exprimer, en fait. Ils Stéphane, en fait, sont pas exclusifs, les modèles. non, Oui, mais regarde, c'est celui d'après. oui.
En fait, l'idée, c'est de voir de manière indépendante chacune et en fait se poser la question après, bah, comment Ouais, on fait cohabiter tout ça? Parce que la vraie question, d'accord. enfin, c'est déjà, les questions qu'on se pose, c'est déjà des vraies questions. Je suis coach agile, j'interviens dans une D'accord. startup, une scale-up ou une PME. Bah, comment, enfin, qu'est-ce que je propose finalement de plus adéquat? Mais puis, effectivement, une organisation, c'est plutôt potentiellement D'accord. l'ensemble de ça et comment on fait cohabiter, quoi. D'accord, je comprends j'ai mieux compris. Je suis un fourbe, hein, j'ai caché des choses. Paste dans la partie PME. Alors là, il va falloir qu'on Bah, discute. je me pose la question parce que je lis ça au multi-équipe, multi-agilité, enfin, tu sais, la transition, en Bien, fait. moi, je le mets ailleurs. Ok, bah, j'entends. Alors, je ne suis pas un expert de Fast, j'ai juste écouté la keynote d'Alex Boutin sur Fast hier. Donc, Ah, d'accord. je l'ai en tête, mais Ah, c'est un pur a priori, je n'ai pas encore lu le guide. Donc, je pense qu'il peut aller partout, mais à la rigueur, n'importe quoi peut aller partout si on est vraiment agile, quoi, enfin, sauf Safe. Safe, il va vraiment que quand il y a. Je ne dirais pas que ça ne va nulle part. Je dirais que ça va que quand il y a certaines conditions. que quand l'exécutif demande à mettre du safe, c'est ça? Les conditions? Bah non, mais quand les conditions d'entrée Oh, je rigole! d'une value stream à 50 personnes elles sont Ouais, ouais. respectées, ne serait-ce que ça, quoi. Non, mais après, là où vous avez raison, on peut mettre du Scrum, du Kanban un peu partout. La question, et puis je ne veux pas dire le contraire, le Kanban, moi j'ai poussé à ce que ce soit pas que du flux des process existants, mais aussi sur du logiciel en création. Donc, mais en fait, c'est le domaine privilégié. C'est là où vraiment on tire le plein potentiel ou plein bénéfice du framework, de l'outil ou de l'approche, hein. C'est ça que j'entends, hein, dans le. D'accord. Ouais, sur les modèles d'entreprise, là, voilà, tu parles de Stéphane, il y a l'entreprise libérée, c'est intéressant. Euh, Par exemple, donc Stéphane, côté Orange, vous avez la gouvernance adaptative. Est-ce que la gouvernance adaptative, c'est un modèle de gouvernance startup, scale-up, PME, ou peut-être que dans la suite qu'on n'a pas encore dévoilée? Ouais, bah, disons que je veux dire, ces réflexions, depuis ce que j'ai lu sur Hotfix, en fait, sur l'approche de ça, du coup, ça m'a laissé pas mal d'interrogations, en fait. C'est-à-dire? Donc, en fait, ils avaient fait un truc ouais, sur l'holacratie, en fait. C'était sur l'holacratie. Donc, la gouvernance adaptative chez Orange, Ouais, elle est déployée. Fait, donc, c'est issu de ça. C'est un peu made in Orange, mais c'est autour de ça. Et voilà, c'était un modèle d'organisation, en fait. Euh, je sais plus, j'arrive pas à trouver les mots, mais enfin, en tous les cas, il y avait une analyse assez critique, en fait, sur ce modèle d'organisation. Donc, du coup, j'ai pas encore mûri la critique qui a d'accord, été faite pas de souci. autour de ça. Mais Donc, ouais, ça a donné, en tous les cas, matière à réflexion sur ce modèle d'organisation. ok. Très bien. Bon, tu nous en parleras, hein, peut-être une autre fois. Donc, je vous propose de débriefer un petit peu ce qui a été mis. On va les prendre les unes après les autres. Concernant l'agilité stratégique ou l'exécution de la stratégie, donc côté startup, pas de stratégie hiérarchique, top-down. Euh, Moi aussi, je propose en fait une stratégie émergente, voire une approche purement tactique. Donc, ça veut dire des choses, effectivement. Et ça, alors, tout ce qu'on va se dire, c'est qu'il faut le mettre en regard les uns avec les autres. Donc, je vais jusqu'au bout. Côté scale-up, donc là, il y a une proposition d'avoir une stratégie plutôt descendante. Et puis, moi, j'avais rajouté une stratégie orientée produit dans cette phase-là, parce qu'on a d'autres stratégies orientées marché, ce genre de choses. Donc, une stratégie orientée produit et qui est plutôt un mix entre une approche descendante et puis une approche émergente, parce qu'on est encore en phase de beaucoup d'apprentissage, puisque l'idée de la scale-up, c'est
La startup, c'est on a validé le business model. L'idée de la scale-up, c'est valider le business model à l'échelle du marché, et puis à l'échelle de l'organisation, voir si l'organisation peut suivre cette croissance-là. Et donc, il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Et là, on a, en termes, j'imagine, d'exécution de la stratégie, donc la proposition des OKR. Donc, le petit point que j'avais par rapport aux OKR, c'était donc justement côté startup, finalement, d'avoir des OKR plutôt tactiques. Et dans la scale-up, effectivement, avoir des OKR à la fois stratégiques et des OKR produits pour répondre finalement à l'approche stratégie produit. Et côté PME, alors côté phase d'exploitation, donc en termes de, c'est pas tant les OKR, c'est plus les KPI, puisqu'on exploite l'existant, donc on essaye d'optimiser finalement notre existant. Et là, on pourra mettre une stratégie aussi encore plus top-down, qui est plutôt une stratégie opérationnelle ici. Donc, on a typiquement des stratégies liées au volume ou au coût, ce genre de choses, quoi, qui nous plaît que moyen. Bref. Ok, ça c'est pour la partie stratégie exécution. Alors, il y avait four in a box. Ça veut dire quoi? Qui a mis ça? Parce que j'étais un petit C'est peu. moi. Ça, c'est un modèle que je vois émerger Ouais. chez les grands groupes, enfin les grands groupes, les sociétés un peu plus établies, qui vient de chez Walmart. C'est une expérimentation qui a été faite chez Walmart, le fait de mettre les personnes du design, de la technique, du business et de l'opérationnel dans un même directoire Ah, stratégique. d'accord. Et de dire, bah, en fait, le principe, c'est on a quatre roues à notre voiture, il faut qu'elles soient alignées. Et donc, on ne prend des décisions que quand les quatre roues sont alignées. Mais moi, enfin, il y a beaucoup enfin, il y a un peu de littérature à faire, mais je le vois apparaître chez des clients où j'ai l'impression qu'encore une fois, ils ont lu un truc, ils l'ont lu à moitié, puis ils se sont dit, ouais, c'est super, on va mettre ça en place. Et puis voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le fonctionnement qui me rappelle un peu le principe de l'OBEA, mais d'un point de vue stratégique, en fait, où on enferme, on crée un groupe en se disant, bah, les mecs, vous sortez pas du groupe tant que vous n'êtes pas d'accord, et vous êtes les personnes qui devaient vous mettre d'accord parce que vous représentez les quatre roues de notre entreprise, quoi. Mm. Et alors, ok, je comprends. Il faudra que je creuse. Et pourquoi tu le mets dans la partie exploitation, du coup? Pourquoi tu l'aurais pas mis dans la phase de Je le scale-up? mets je le mets dans la partie stratégique, en fait. C'est vraiment Ah, le c'est pour principe. tous. Euh, c'est pour enfin, dans le modèle Walmart, ça a vraiment l'air d'avoir du sens quand tu atteins une certaine taille. Ah, ok, d'accord. D'accord. Ouais. Parce que avant ça, bah, de toute façon, dans le startup, tu peux très bien avoir qu'une seule personne qui décide de la stratégie. Dans le modèle scale-up, j'ai l'impression, même limite en PME, tu peux encore avoir une seule tête qui décide de la stratégie. Oui, oui. Par contre, c'est pour ça que je l'ai mis à cet endroit-là, vraiment à Ok. la frontière, en me C'est disant, plus pour j'ai l'impression après, que c'est quand finalement, on quoi. augmente. Ouais. Donc, je le mets entre les deux. Ok, d'accord, très bien. Si on passe à la Ouais. partie organisation. Par contre, Ouais, pardon. Ouais. il y a un truc qui n'est pas très clair pour moi, en fait. C'est dans ce qu'on lit, on a l'impression que quand on passe en PME, enfin, je veux dire, on n'est plus en agile, quoi. Parce que je veux dire, pourquoi, enfin, comment faudrait le dire en français, parce que pourquoi il n'y aurait pas les OKR, enfin, les KPI se rajoutent aux OKR, c'est ça qu'on veut dire, ou il y a toujours les OKR, par exemple, sur ce coup des OKR, si on prend ça en exemple. En fait, là, Euh, ouais, vas-y, Cindy. ouais, alors moi, c'est moi qui ai placé les OKR. Je me suis beaucoup posé la question de le mettre au niveau PME. Mais par rapport à ce que Laurent disait, c'est là où il y a le plus de bénéfices. Et, euh, et je trouve que pour les PME, le risque des OKR, c'est que ça parte un peu dans toutes les directions. Et ça serait ça. Et c'est pour ça que moi j'ai mis dans le scale-up parce que c'est vraiment là où je pense que les OKR peuvent déployer toute leur puissance. Alors, ouais, alors, pour les OKR, on va revenir dessus, mais pour la première remarque de Stéphane, en fait, c'est le terme PME. C'est-à-dire que là, je cherche un petit peu euh, le- le- la manière d'introduire. C'est un atelier sur lequel je réfléchis, la manière de l'introduire. Est-ce que tu as Startup, Scale-up, PME, ça parle?
Exploitation, exploration, ça parle peut-être moins, mais en vrai, l'idée là, c'est de se dire que je me pose dans un contexte d'une entreprise, qu'elle soit PME ou pas, qui est vraiment qui fait de l'exploitation de ce qu'elle a, qui est pas qui est plus en développement ou en croissance, qui est vraiment qui exploite. Et Et en donc, run, quoi. qui est en run, ouais, c'est ça, le run ou le Mm. build. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il faudra que je mette plutôt, parce que ça va nous parler, ça T'as va le, tous dis- nous t'as le parler. discovery, t'as, Ouais. t'as le discovery, t'as le build et t'as le run. Ouais, donc c'est ça. Et donc Mais tu vois, dans le run, alors on n'a pas dit il n'y avait pas d'agilité, c'est que justement quelle forme d'agilité dans le run. Et vis-à-vis des OKR, là c'est vrai que les OKR, c'est pas l'endroit le plus adapté aux OKR, puisque les OKR, c'est la croissance ou la transformation, en tout cas c'est l'exécution d'une stratégie. Dans le run, en fait, ta stratégie, elle est déjà exécutée, maintenant tu exploites. Voilà. ouais, mais du coup, c'est l'exploitation de ce qui fait, c'est donc d'une partie en fait de ce que fait la PM, c'est-à-dire que sur la partie peut-être de ce qui est de son produit qui est au cœur, mais c'est Ah, pour ça mais que là, en fait, ça du coup, arrive, enfin, t'inquiète pas. on tombe peut-être à la limite avec la suite, mais je veux dire, Oui, en tous oui, les oui, cas, il y a une partie, quelle agilité faut-il pour le run? Il faudrait le poser comme ça, le run du produit, mais ça veut pas, ça répond pas à la question, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme d'agilité pour justement l'exploration de nouveaux trucs? Du coup, c'est ça que tu veux dire. Enfin, il mais y a peut-être une. c'est la suite, t'inquiète pas. En fait, c'est la question Hmm, que tu te poses, elle est vraiment juste dans la colonne d'après. hmm. Et Puis en fait, si on en revient à l'essence d'une entreprise, c'est quoi? Dans les termes, c'est entreprendre, grossir, survivre. Et je vois ça aussi comme ça. C'est start-up, on entreprend, ouais. euh, scale-up, on grossit, et exploitation, on survit, en On quelque meurt. sorte. Non, mais non, mais je dois, ça fait un peu ça, quoi. C'est un peu on meurt, quoi. Qu'est-ce qu'on fait en attendant qu'on meure? Non, mais Ah, ou voilà, tu c'est rentres juste. dans un autre cycle. Ça- C'est Non, peut-être non, à ça que alors, sert Non, non, mais l'agile c'est Ron. d'entreprise. Ouais. Non, mais d'accord, mais c'est ça non, parce que qui me j'explique un peu ce choquait. qu'il y a derrière. Faut que j'aille un peu plus vite, mais en fait, pendant des années, alors c'est un petit peu les stratégies du passé, mais en fait, c'était des stratégies qui misaient sur l'avantage concurrentiel durable. C'est-à-dire qu'ils faisaient vivre, une fois que tu as trouvé ton avantage concurrentiel, tu le fais vivre le plus longtemps possible. Donc, tu l'exploites. Ah ouais. Et en Mhm. fait, c'était sur des cycles qui étaient très longs. Maintenant, les cycles se raccourcissent et se cumulent. Donc, en fait, nous, on réfléchit plus de la même manière. Mais pendant longtemps, on était dans ce contexte-là. Alors, c'est un cas qui arrive de moins en moins, mais là, je le sépare exprès pour se poser des questions. Et finalement, moi, ce que ça m'inspire plutôt la phase d'exploitation, c'est que on est plus proche du lean que de l'agilité. Bah, c'est ça. Ah ouais. Enfin, Moi, Ah, mais c'est pour ça, je du trouve coup, ça. je l'écris, du coup, parce que à ce moment-là, si c'est ça, à ce moment-là, c'est de dire, quand je suis en phase Ouais. d'exploitation, qu'est-ce que Et, je mets en œuvre? Mais je et, trouve pas et, que justement que. Ouais, ok. je trouve- et du ouais. coup, ça explique un petit peu on va passer à la ligne organisation. Ça explique pourquoi, dans la partie PME, moi j'ai mis c'était une organisation plus flux, et pourquoi on parle plus de Mhm. temps, etc. Parce qu'effectivement, on est plus dans ce Je contexte crois que j'ai mis ça, mais bref. finalement d'excellence opérationnelle et d'optimiser les chaînes de valeur qu'on a déjà créées. Voilà, pour faire simple. Alors, Moi, je trouve. organisation structure, on va revenir sur la partie startup. Ouais, Laurent, Ouais, pour rebondir hein, sur ce qu'on ouais, vient de dire, sur le start-up, etc., là, je trouve ça assez perturbant, moi, cette classification start-up, scale-up et PME, euh, dans le sens où on est en train de mélanger l'idée de taille et puis l'idée de maturité du marché. Et moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est la classification de Wardley avec les sujets en émergence, les sujets en custom build, les sujets en commodité à la fin. Et du coup, ça me perturbe un petit peu à cause de ça, parce que ça me rappelle quelque chose tout en étant un petit peu ah ouais. décalé. Et, euh, et j'ai l'impression que, comment dire, je préfère l'autre, quoi. Je préfère l'autre parce que ça permet de dire, bon, vous avez une société, elle est d'une taille X ou Y. Il y a une partie de votre portefeuille qui est en émergence, une partie de votre portefeuille qui est en commodité. Les stratégies de travail sont vraiment différentes, ça pour le coup, c'est certain. Après, effectivement, si vous avez un objectif de croissance, ben, il y a des choses à faire. Si vous avez un objectif de autre, il y a autre chose à faire. Mais j'ai l'impression que la confusion entre les deux, enfin, moi, je ne m'aide pas à réfléchir. Ouais, Après, ouais. du coup, j'observe, ce qui n'est pas plus mal, mais
Non, mais je l'entends, hein, je teste hein, Ouais. la manière de l'aborder, cet atelier. Je me rends compte que voilà, Startup Scale-up PME, c'est pas forcément le plus heureux. Discovery, Build, Run, c'est peut-être mieux. Après, Wordlet, en fait, j'essaye de trouver une classification qui est évidente pour la plupart d'entre nous. Mm. Wordlet Map, enfin, les Wordlet, tout le monde ne connaît pas, donc quelque part, Ouais, ça. mais du coup, t'es pas obligé de les utiliser en disant que tu les utilises. Oui, bien sûr. Mais la Bien sûr, je distinction de regarderai. dire, ouais. Je regarderai pour voir si c'est plus pertinent. Parce que, en Mais fait, bah, du coup, je présente juste ça, hein. Tu as à gauche, là, sur Scale Up, pardon, sur Startup, c'est la jeunesse de ton produit, c'est-à-dire que ton produit est complètement innovant, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, ouais. pour le coup, c'est vraiment de l'agilité qu'il te faut parce que tu t'adaptes à des trucs, tu sais pas, tu les vois pas venir. Après, tu fais comment on dit, custom build, tu fais du sur-mesure. Et puis après, tu as vraiment l'approche produit. Donc là, tu es quelque part entre ton scale-up et puis ton PME, puisque comment ça marche. Puis après, tu as la partie commodité, c'est-à-dire que ce que tu es en train de vendre, il n'y a plus de critères différenciants. Tout le monde fait la même chose. Et la seule façon de survivre sur le marché, c'est d'avoir un critère différenciant sur le prix en gagnant 1 centime de plus que tes concurrents par unité vendue, etc. etc. Mais Non, mais c'est très bien. Après, ce que tu dis là, c'est peut-être un peu trop orienté produit, mais je l'écoute et je vais y réfléchir. Là, on se met au niveau de l'entreprise. Pour ouais, l'instant, ça ouais, ne ça me change va. rien parce qu'en fait, c'est une entreprise monoproduit. Mais comme l'a dit Stéphane, la suite, euh, ou même peut-être un petit peu avant, c'est qu'on commence à avoir des produits à des niveaux de maturité différentes, à des niveaux d'investissement, d'horizon d'investissement différents. Et c'est là où, en fait, on passe vraiment au niveau entreprise, mais on va y aller. Ouais. Et Mais après, même j'entends si tu bien, n'as hein. qu'un produit, hein, ton produit, c'est une chaîne de valeur. Et dans ta chaîne de valeur, il va y avoir des éléments innovants et des éléments Oui, custom oui, oui, de bien toute sûr, façon. bien Donc, sûr. ouais. Mais là, on rentre dans un niveau de détail qui n'est Ouais, pas ouais, ça me le va, ça bon me va. niveau de réflexion pour l'entreprise, mais qui reste très pertinent pour le produit, hein. Ok, je vous propose de passer aux réflexions sur l'organisation et la structure. Donc, niveau startup ou phase d'exploration, on est sur des équipes uniques. Alors, Earth of Agile, pourquoi c'est cité? À chaque fois, j'ai dit multi-équipe, multi-agilité, puis en dessous, j'avais remis le shape-up et tout ça, et je me suis dit, bah, peut-être que quand on va plus vers l'exploitation, on arrive justement sur du unfix, comme vous disiez, mais là où quand on est dans une organisation avec une équipe unique, c'est peut-être pas l'organisation qui compte, c'est peut-être juste le cœur de ce qu'on fait et Ah oui, enfin, d'accord. on Dans reste ce dans le cœur, sens-là, ouais. quoi. Ok, Ouais. ok, d'accord, très Oui, bien. je suis pas, c'est pas uniquement ce que fait Alistair, hein. Ouais, ouais, ça marche. Dynamique reteaming, pardon. Ouais, ben en fait, je suis en train de me dire que je l'ai mal placé. Je l'aurais placé plutôt entre les deux, moi, c'était un petit peu le côté, tu sais, tu construis une équipe, tu la déconstruis, en fait, cette phase Hmm. tu vois, vraiment de stabilisation. C'est pour ça que je l'ai mis. Et c'est ça que j'avais en tête, en fait. Ça ressemble un peu à du fast. Ouais, d'accord. Donc, finalement, ça, c'est une réponse possible quand tu as, quand t'as un produit, pas mal d'équipes qui viennent prendre Mm, et que les équipes se reconstruisent par rapport aux fonctionnalités qu'on est en train d'adresser ou aux priorités du moment, ce mm, genre de choses, quoi. mm. C'est intéressant parce que en fait, on en parle de plus en plus finalement des dynamiques d'équipe et c'est dissonant par rapport à la notion d'équipe stable Mm. qu'on entend beaucoup dans l'agilité évidemment. Donc c'est un des points sur lequel on doit se positionner finalement. Est-ce que c'est une Bah, évolution puis, de l'agilité ou est-ce que c'est dans un sens, tu peux aussi avoir trois visions, je sais pas où les placer, mais tu peux avoir trois visions. J'ai entendu parler de value stream. Moi, la ouais, value stream, je la verrais plus côté croissance, exploitation, dans le démon, tu as identifié tes value streams et tu peux dédier du monde dessus. Tu vas avoir tes feature teams. C'est quand t'es déjà peut-être en mode
as exploré, puis qui commence à grandir, et puis tu as la notion de feature qui peut être soit pérenne, soit complètement temporaire avec du dynamic reteaming. Puis au départ, tu as peut-être enfin, quand tu es en mode startup, tu as peut-être 3 gars dans un garage et qui sont tous focalisés sur c'est du multi-compétences, multi-feature pour tout le monde, quoi. Ok. Mm. Bien, bien. Ça marche. Donc, phase de scale-up, pour moi, on est plus dans une organisation produit. Effectivement, startup, on est centré autour enfin, on est une même équipe. Et puis la PME, c'est plus une organisation flux. On passe de produit à chaîne de valeur, à flux de valeur. C'est des grands schémas, hein. Alors, entreprise libérée, c'est toi, Stéphane, hein, qui a évoqué le sujet. Pourquoi tu le positionnes par là? Non, c'est pas moi, non. Hein, c'était toi, ouais. Non, C'est c'était moi pas, qui l'ai Ah, posé, pardon, c'est c'est moi c'est toi, pas qui l'ai moi. Nicolas. posé C'est là. pas moi. Désolé. Je pose la question. Je pose la question. Je pose la question aussi. Pareil, j'essaie de voir un petit peu ce qui existe et comment le poser. Et, du multi-équipe, multi-agilité, l'organisation au sein de l'entreprise. J'ai l'impression que c'est à ces moments-là où tu es en pleine croissance, où tu vas réfléchir enfin, tu dois réfléchir au sens que tu donnes. Et la startup, elle n'a pas nécessairement besoin d'être libérée parce qu'elle est c'est peut-être l'entreprise la plus libérée possible si tu es en vrai mode startup. Par contre, au bout d'un moment, tu te reposes la question du sens. Et c'est pour ça que j'ai mis les coopératives aussi à cet endroit-là. Je pense que c'est à partir du moment où tu as atteint une certaine taille dans ta création enfin, dans les personnes où tu réfléchis à redonner du sens différemment, quoi. Tu remets des fondations, c'est ça l'idée, finalement. Ouais, Ok, tout ok. à fait. Moi, Après, je suis assez embêté c'est par peut-être pas entreprise lié à libérée quand même. l'agile, hein. Je suis assez embêté parce que l'entreprise libérée, on a quand même pas mal maintenant enfin, c'est à peu près des choses dans le monde du travail qui est à peu près identifié, sur lequel il y a eu des expérimentations et sur lesquels il y a eu des retours. Enfin, plutôt négatif, je dirais, plutôt négatif. En plus, libérer, c'est le libérateur qui libère, c'est pas vraiment l'entreprise qui s'organise. Donc, c'est vraiment un truc, c'est presque un sujet, je dirais, d'étude pour nous. Mais c'est pas une évidence, quoi. Ça me semble pas du tout quelque chose Bah, de enlevons-le, consensuel. Ça, c'est Non, quelqu'un non, non, mais rassurant, mais en IOTA quelque part, hein. non, non, on le laisse parce que c'est intéressant enfin, moi je le laisse c'est intéressant de voir les propositions des uns et des autres. Moi, je rejoins Stéphane. En fait, j'ai aussi une opinion personnelle et des lectures que j'ai pu avoir sur l'entreprise libérée. Mais pour autant, ça fait partie des sujets de discussion, ça fait partie des sujets qui reviennent. Donc, Et puis pour beaucoup de personnes, ça fait partie d'un idéal qui vont essayer de viser. Alors moi aussi, j'ai des retours. J'ai vécu avec des clients des libérations d'entreprises où tu te dis, ouh là, je suis pas sûr que c'est comme ça que t'es vu au départ. Ou voilà. Mais et puis ils en sont revenus ou ils y sont restés. Ça dépend des clients. Mais ça reste quand même quand tu parles à un certain nombre de personnes qui te disent, bah, nous, on est en train de revoir notre modèle d'entreprise et tout ça, ça reste pour eux un objectif à terme, c'est d'essayer de se libérer. Alors, quelle que soit la définition qu'ils mettent derrière libérer. ok. C'est vrai c'est un sujet à part entière. un sujet. Peut-être qu'on le traitera un jour, mais c'est vrai que c'est pas une priorité, mais ok. Hiérarchie matricielle, donc toi tu l'as mis dans exploitation. Ouais, En fait, en vrai, c'est après. Mais, d'accord. mais je comprends ton point. On passe à l'opérationnel, donc là ça va aller un peu plus vite. Shape up no framework. Moi j'ai mis Fast là, mais euh, c'est vrai qu'on pourrait avoir d'autres choses comme du Lean Startup ou autre. Moi j'ai mis Fast ici. Euh, Enfin, c'est peut-être plus vers la scale-up d'ailleurs. Ouais. Je l'ai mis là alors pour une raison, c'est les cycles de valeur, ils appellent ça, qui durent 2-3 jours. Mhm. C'est hyper rapide. Alors en fait, je sais pas dans quelle mesure, quand on est sur un rythme vraiment de développement de produit, 2-3 jours, enfin, je sais pas, j'ai pas encore d'idée claire là-dessus, mais en tout cas, ouais, c'est peut-être là-dedans. Bon, Scrum, Banc, voilà, Kanban, Safe, Lean.
Ouais, là-dessus, on est plutôt d'accord. Et puis en bas, Et sur le safe, je mettrais même limite encore plus loin, en fait. ouais, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais je vais vous libérer l'espace bientôt. Parce qu'en fait, c'est vrai, le vrai sujet, pour moi, c'est la suite. C'est comment on fait cohabiter. Qu'est-ce que ça veut dire, voir finalement toutes ces perspectives. Mais bon, comportemental, donc on est dans l'expérimental, l'innovation, l'entrepreneurship, et puis effectivement, plus ça va, plus on est dans une approche gestionnaire. Moi, je suis pas encore clair sur ce que ça veut dire comportemental. Donc pour moi, j'avais rien mis dedans parce que il faut vraiment que je creuse ce sujet. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé la dernière fois, mais sans trop mettre de choses concrètes en face. Et là, dans autre, quel terreau culturel, agile dès le début ou agile à partir de ce point, qui a parlé de C'est ça? encore moi, c'est une de mes lectures du moment, D'accord. euh, où il y a André Robitaille, qui est maintenant à la retraite, je sais pas si tu connais la théorie des terreaux culturels, Laurent? Non, pas du tout, non. En fait, qui a regardé ses 40 ans d'expérience et qui s'est dit, tiens, en fait, quand j'ai rencontré des structures, il s'est rendu compte qu'en regardant sur deux axes, l'axe de formalisation et l'axe de collaboration, il était capable d'identifier 9 grands types de terreaux au sein des structures. Et surtout, l'idée, c'est qu'il dit, bah voilà, quand quand on est dans un terreau, ça prend du temps de passer dans la case d'après. Et c'est pour ça que je me pose la question, bah, est-ce qu'on considère là dans notre schéma, est-ce qu'on considère que c'est quelle agilité, à quel moment de la vie de l'entreprise qui est déjà agile, ou c'est quelle agilité qui est proposable à une entreprise qui est à ce niveau-là, mais qui est pas, enfin, mais qu'elle soit agile ou pas. Et si elle n'est pas encore agile, je pense qu'il faut prendre en compte le terreau au sein de l'entreprise, parce que clairement, une entreprise qui est dans un mode d'individualisme où ils suivent le grand chef, et puis chacun vit pour sa poire, tu les feras pas passer d'un seul coup dans une entreprise agile sans avoir Ouais, ouais. C'est une interface, quoi. c'est un modèle culturel. Il y en a d'autres. C'est un modèle culturel et en fait, c'est la question effectivement de mettre l'agilité selon les cultures, les cultures de l'entreprise en fait, hein. D'accord, ok, ça marche. C'est un peu d'où on part aussi, quand même, d'où on part. Ouais, 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 parce qu'effectivement, moi, dans cet exercice, on part de la startup jusqu'à la PME et jusqu'à après, au-delà. Mais aussi, la question du coach, c'est j'arrive et on met l'agilité dans un certain état. Et ça ne veut pas dire forcément la même chose. Ok, je vous propose de passer tout de suite à la suite, puisque finalement, la suite, bah, vous le comprenez facilement, c'est bah, oui, une entreprise. Alors j'ai mis ETI, mais encore une fois, c'est pas forcément la taille qu'il faut regarder. Mais là, l'idée, c'est de se dire, bah, une entreprise, à un moment donné, elle n'a pas qu'un produit en exploitation ou en exploration, mais en fait, elle a un portefeuille de produits ou de services dans différents états de maturité, différents états de son cycle de vie, ce qu'on appelle les horizons d'investissement. Et donc, elle va avoir des produits en exploration, des produits en développement et puis des produits en exploitation. Et la question que moi je me pose, c'est voilà, qu'est-ce que ça veut dire en termes de cohabitation? Euh, Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, par exemple, qu'on va faire cohabiter, mais comment? Cette histoire de mettre du lean, de l'agile, du Kanban, du Scrum, du fast, potentiellement tous ces genres de choses. Potentiellement, comment est-ce qu'on doit faire cohabiter une organisation flux et produit? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce qu'on s'est dit avant, quoi. Donc c'est plutôt l'histoire de la cohabitation qui m'intéresse. Et puis si on va encore un cran au-delà, alors j'ai parlé de grands groupes, mais l'idée principale, c'est j'ai un portefeuille d'activités avec des produits, des services. Et en fait, plus que de cohabiter, c'est même avoir enfin, c'est l'intérêt des portefeuilles, c'est de créer de la synergie, donc avec des services partagés, ce genre de choses. Et moi, ce que je trouve, déjà avant la réponse à la question, enfin, c'est le partage de ce que tu dis là, parce que c'est marrant, parce que j'étais justement en préparant la présentation en train de me faire cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit
je veux dire, avec une seule solution, que ce soit une grande entreprise, une start-up, etc. Et justement, en fonction, justement, on voit justement des produits, enfin, si on veut aller chercher de la croissance, de nouveaux marchés, maintenir, bien sûr, nos produits, ceux qui nous font vivre, etc. Donc finalement, c'est déjà une réponse, mais déjà, je trouve que c'est un élément important, déjà de se dire que en fait, on peut pas avoir un mode de fonctionnement, enfin, unique parce qu'il répond pas, ça peut pas répondre à toutes les situations. Si on veut dire que si on se met en run, on va mourir. Mais en même temps, si on est une entreprise mûre, on a du run, donc on peut pas se mettre en mode start-up non plus partout dans l'entreprise. Mais déjà ça, je trouve, de le dire, enfin, c'est déjà un apport, je trouve, avant de dire la François, solution. Non, mais rien que ça, déjà, se dire ça paraît, je sais pas, ça paraît peut-être évident pour toi, mais je bah, en trouve pas fait, ça si évident que ça, en fait, mais c'est déjà un gros en, en fait point à partager déjà. ouais, alors, cette histoire alors, c'est pas récent, cette idée-là. Ça a commencé à être formalisé avec alors déjà avec l'organisation ambidextre, mais ça, c'est loin. L'organisation ambidextre, c'est dire on va à la fois exploiter et explorer. Mais en fait, on a eu une vue un peu plus fine avec la notion des modèles des 3 H, c'est-à-dire les 3 horizons d'investissement, c'est-à-dire qu'une entreprise a un portefeuille d'investissement à des horizons différents. Pour faire simple, et peut-être caricatural, c'est le court terme, le moyen terme et le long terme, c'est-à-dire à quel horizon de temps je vais avoir un retour sur investissement de ce que j'ai investi. Et finalement, l'idée de ce modèle des 3 horizons, c'est de dire qu'une entreprise, bah, elle doit avoir un, un peu de chaque justement pour être, pour survivre dans le temps, pour être pérenne. Elle ne peut pas juste exploiter ce qu'elle a déjà, ou elle ne peut pas juste être dans l'exploration parce que c'est pas là où ça rapporte de l'argent. Euh, et donc c'est cette cohabitation. Et moi, l'interrogation que j'ai, c'est justement se dire, OK, ça c'est un acquis, c'est pas un acquis de l'agilité. Le fait que tout ça cohabite, c'est un acquis des entreprises aujourd'hui. Mais notre réponse de l'agilité, en fait, elle est pas, elle est, elle prend pas en compte ça dans les Mm. entreprises. Alors, c'est pas vrai tout le temps, hein, parce que je vois des entreprises qui disent, bah finalement, je vais caricaturer. Choisissez vous-même entre Scrum et Kanban, choisissez vous-même entre Safe et Spotify. Et finalement, le choix qu'il y a derrière, c'est est-ce on est plutôt en approche produit ou en approche flux. Et du coup, est-ce qu'on est plutôt en mode développement ou en mode exploitation de notre service? Enfin, c'est des choses comme ça qu'il y a derrière et on ne le fait pas forcément de manière consciente. Et c'est pas une approche que je retrouve, en tout cas dans les réflexions sur l'agilité, et pour Mm. moi qui sont finalement cruciales, parce qu'on le voit, bon là on le fait rapidement, mais on voit bien qu'on n'a pas la même réponse selon le niveau. Euh, alors pas que du produit, hein, pour faire le lien avec la Warren Map, parce que finalement on retrouve ça aussi hein, dans ce contexte-là un produit qui est en phase de développement ou en phase qui est devenu une commodité, on ne va pas investir de la même manière, on ne va pas travailler de la même manière, la stratégie n'est pas la même. On retrouve cette idée-là, hein. Je l'exprime juste un peu différemment. Et donc, bah, moi, ça me pose des questions. C'est, OK, maintenant qu'on sait ça, comment on fait cohabiter? Dans une même entreprise, qu'est-ce qu'on propose comme, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la stratégie? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la structure organisationnelle? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de... ça, il fait une réponse hein, par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau comportemental si on a les clés? Donc voilà, je vous invite à réfléchir un petit peu là-dessus. Alors par exemple, hiérarchie matricielle, bah, là, je me permets, je le mets en phase de groupe. Est-ce que vous avez des idées de ce que ça implique ou des idées de solutions, de propositions par rapport à ces réflexions? La notion d'intrapreneuriat, tu la mettrais où? Alors, Le modèle intrapreneurial. bah, finalement, l'intrapreneurial, c'est c'est dans la partie cohabitation, j'ai euh, dans,
pour la partie exploration de nouvelles idées, de nouveaux produits, de nouvelles technos, ce genre de choses, je vais avoir un intrapreneur qui porte cette nouvelle idée au sein de l'entreprise. En termes de cohabitation, C'est une entreprise multimodale à ce moment. multimodale. Avec plusieurs modèles de fonctionnement. Ah bah, en fait, cohabitation, ça veut dire ça, hein. Ça veut dire que en fait, on fait cohabiter plusieurs modèles. Et là, avec l'intrapreneuriat, ce que ça évoque, c'est que les réponses qu'on a eues jusqu'alors, il y a longtemps, c'était faites une spin-off, parce que les deux cohabitent pas bien. Ensuite, ça a été faites un labo d'innovation, un incubateur. Donc, on a commencé à l'intégrer dans l'entreprise, mais avec des entités isolées. La question, c'est avec l'agilité, est-ce que ça veut dire que j'ai une agilité différente avec un labo d'innovation que une R&D où je fais développer mon produit? Ou alors, est-ce que ça veut dire que cette partie intrapreneuriale, je l'amène et je la fais cohabiter d'une autre manière dans l'entreprise? Est-ce que je sépare les entités ou non? Il y a un Rex intéressant de Julien Rouanet de chez Kiabi qui justement a monté un lab au sein de Kiabi et qui a analysé la manière dont il fonctionne sur le lab. Et en fait, le lab était devenu un lanceur de projets. Et le principe du lab, c'était que il fournissait le MVP clé en main aux équipes agiles, mais l'agilité du lab, elle était revenue à du pur Heart of Agile. Ils étaient au-delà de Scrum. Par contre, ils avaient suffisamment de connaissances parce qu'ils étaient intégrés, enfin, ils étaient au milieu des équipes, hein, ils étaient au milieu des équipes informatiques, et ils avaient suffisamment de connaissances de ce qui se passait dans les équipes pour pouvoir leur fournir vraiment le MVP clé en main qui allait derrière s'adapter à leur modèle de fonctionnement d'équipe. Donc, les équipes qui étaient en pure Scrum, elles récupéraient un backlog avec les notions de MVP, de MMP, de ce genre de choses, et inversement. Et les Scrum Bands ou les Kanban, de la priorisation. Si tu as un lien, tu peux nous le donner. Ou sinon, comment on le retrouve. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que là, tu es en train de dire, dans ce Rex, donc c'est un modèle comme un autre, hein, il y a le lab, il y a l'organisation qui finalement ce qu'on appelait avant la R&D, hein, qui va développer, quoi, enfin, qui fait le build. Sauf que dans l'agilité, on a dit, attendez, on ne va pas séparer le build et le run, on va intégrer tout ça avec des équipes qui font tout le job. Et pourquoi finalement, et puis on a surtout dit des équipes stables toute la vie du produit. Et là, on est en train de dire, finalement, le produit, il prend naissance avec une équipe qui passe la main à une autre équipe qui va faire le build. Donc, on est dans une approche qui ne correspond pas à ce pourquoi on s'est battu, je dirais, dans côté aval. Tout à fait. Tout à fait. À cela près, c'est du fait, c'est une équipe qui était dans le pur discovery, en fait. C'était même pas du build. C'était du build dans le sens où il crée un POC, d'accord? Ouais. Mais il crée un POC pour aller vérifier une hypothèse business. J'ai mis le lien de Julien. Ouais, Alors, il n'est super, plus chez merci. Kiabi, il est passé chez ADO, d'accord? Ouais, Mais je vous ai mis son lien LinkedIn et il sera super content de répondre aux questions si vous en avez. C'est vraiment un gars qui partage à fond. Et de redonner sa conf, je sais que j'aimerais bien l'enregistrer à un moment donné, que ce soit disponible un peu partout, mais voilà. Mais l'idée ce que disait Julien, c'est vraiment l'idée, c'est limite, il était passé en mode startup d'État comme Pierre Piezzardi faisait, où 3 mois, 3 gars, et je vous sors un MVP, puis après je vous le donne et vous le faites vivre, vous faites la phase de discovery. Nous on a fait la phase d'exploration du POC, et vous maintenant vous faites la phase du discovery du produit, quoi. Ouais, mais tu vois, moi, cette distinction Discovery, et puis, avec des entités différentes, ça m'interroge quand même. C'est pas déconnant, mais ça dans m'interroge. son Rex, en fait, il y a beaucoup des gars du lab qui est passé après dans les équipes finies.
Mais super intéressant. c'était pas 100% des gars, tu vois, mais Oui. il y avait régulièrement, bah tiens, tel produit, le gars, il a tellement apprécié le produit qui est repassé dans l'équipe derrière et il a des retours là-dessus aussi. Donc, Ah bah génial. Parce qu'en Parce que fait, moi, ouais, je sais vas-y. plus où j'ai lu ça aussi, mais ça, je l'ai lu quelque part aussi. Enfin, il y a quand même un savoir-faire, justement, de l'exploration, de la croissance, et puis après, même de l'exploitation, en fait. L'exploitation, c'est presque un autre métier. Donc, c'est vrai que l'idée selon laquelle c'est forcément la même équipe, c'est peut-être que c'est peut-être pas si évident que ça, de dire qu'il y a des compétences particulières, peut-être à chaque étape. Ça fait Et partie des gens des. et des Ouais, ouais, intérêts aussi des gens qui sont très doués pour certaines étapes tout à fait. plutôt que d'autres. et Et en pour fait, ça le, fait Et pour le partie SI en des. question, Vas-y, vas-y. pour le SI en question, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il avait au sein de son lab des gens qui connaissaient vraiment le SI. Donc, quand ils voulaient se plugger sur un truc où l'équipe, elle leur donnait pas, enfin, l'équipe en face leur créait pas l'API qui allait bien, en fait, limite, ils créaient eux-mêmes l'API en disant, les gars, nous, on a créé l'API pour le POC parce qu'on n'a pas besoin que ce soit propre, on a besoin du quick and dirty, on a besoin de tester un truc, voir si on réussit à mettre en place un système de location de vêtements chez Kiabi et il nous faut une appli pour trois ou quatre clients, il n'y a pas besoin de plus. Et donc, ils se sont lancés là-dedans. Et comme tu dis, même les compétences techniques en tant que telles, elles sont différentes parce qu'une fois que ton appli elle est en place, bah, tu as potentiellement, oui, tu as de l'interaction avec les autres équipes qui va être différente. Tu rentres dans du processé, alors du processé agile, d'accord, mais tu rentres dans du processé là où bah, ils n'étaient pas en mode cow-boy parce qu'ils faisaient rien en le cachant, mais ils étaient en mode quick and dirty, quoi, Ouais. Ok. Cindy, tu voulais réagir? ouais, moi en en vous tant que Laurent. écoutant, ça me fait penser un petit peu à ce qui se passe chez moi dans ma boîte. C'est-à-dire que nous, on a une culture très entrepreneuriat. Donc en fait, on a des petits groupes qui vont, par rapport à de nouvelles technologies, tu vois, via des COP, donc nous, c'est par les communautés de pratique, qui vont faire bah, justement toute cette phase de découverte et tout et tout. Et une fois que le produit ou qu'ils ont un MVP, ben, effectivement, on a l'organisation en fait qui va les soutenir en leur apportant ben, justement ben, les compétences pour vraiment exploiter le produit et ce genre de choses. Et en fait, dans Vous êtes contente, ça me faisait vraiment penser à ça. Ils vont Et jusqu'au bout. ouais, C'est-à-dire qu'il et y a après, c'est vendu au client. D'accord. Et tu vois, par exemple, je te donne un exemple très concret. Deux exemples. Là, actuellement, tu sais, tu as tous ces sujets d'intelligence artificielle. Et là, on voit chez nous plein de communautés de pratiques qui se montent sur les sujets d'intelligence artificielle. Il y en a certaines qui disparaissent. Hein, ça fait, et c'est pour ça que je repensais à le dynamic retiming. Tu as vraiment cet effet. Tu as des trucs qui se créent. Et puis, bah, ça disparaît parce qu'en fait, il y a rien. Ça, tu vois, il y a pas d'accroche. Puis dans d'autres trucs, ça s'explore. Et puis, et à un moment donné, ça devient suffisamment intéressant pour l'organisation, puisqu'elle y voit un intérêt, elle peut le vendre à un client. Et là, à ce moment-là, elle se l'approprie et elle part dans un système vraiment comme tu disais, d'exploitation Ok. et vraiment ça me faisait penser à ça. Bon, bah, c'est cool. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres, parce que là, j'aimerais bien donner la main bientôt à Stéphane pour le retour sur le livre. Est-ce qu'il y a d'autres points que ça vous évoque, en fait, cette réflexion de cohabitation? Parce que finalement, c'est ça euh, sur lequel on a le plus de mal. Enfin, moi, j'ai des idées claires hein, là-dessus. Moi, ça me fait penser à un effet réseau. Tu sais, je vois ça comme vraiment, comme je disais, un truc réseau. Tu as des branches qui se poussent, puis qui meurent, et puis tu as d'autres branches qui poussent un peu ce côté. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette image de réseau. Un modèle, Ah, pardon, vas-y, Stéphane. non, je dirais il y a quand même la notion dans un gros groupe de dire c'est pas forcément en interne que ça se passe. Là, c'est l'idée évidente que ça se passe forcément en interne. Justement, ça peut se passer par des partenariats en externe. On l'a vu avec les labos pharma qui font appel à des startups, etc. Donc, il y a un modèle aussi d'écosystème où ça se passe pas forcément au sein de l'entreprise. Oui, en fait, le réseau, il est à la fois
interne et externe. Enfin, tu as Oui, les deux types de réseaux. Et effectivement, dans le grand groupe, la partie, c'est pas que synergie portefeuille, j'ai pas été sur le sujet, mais c'est aussi en fait l'externalisation, la sous-traitance, les partenariats stratégiques. ouais. Et donc, en fait, quand je parlais d'incubateur, effectivement, c'est potentiellement des gens de l'extérieur et ce genre de choses, mais je voulais pas aller, pour moi, ça m'emmenait trop loin dans les réflexions. Déjà, je voulais me concentrer. Alors, effectivement, Cindy, la partie réseau, c'est un modèle organisationnel qui est pas si vieux que ça en vrai, et qui se développe beaucoup, et beaucoup de modèles agiles reposent sur finalement une structure réseau, mais sans trop savoir ce que ça veut dire. Ouais, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, exact, je l'ai vu aussi, mais je Parce ne sais pas qu'on trop. se méprend beaucoup, en fait, Mm. la partie réseau, je finirai là-dessus, la partie réseau dans l'agilité, en fait, on met ça en face de l'entreprise, elle est la plus plate possible et avec le moins de managers possible. Mhm. Et finalement, et c'est aussi l'idée que ça repose sur des équipes autonomes et qui sont auto-organisées à la fois pour l'équipe, mais aussi pour la collaboration avec les autres équipes. Et finalement, ça, quelque part, c'est un modèle réseau. Mais le modèle réseau ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure, ne veut pas dire, enfin, ça tire plein d'autres choses. Et donc, c'est un modèle à regarder de près euh, pour l'agilité. Bon, on en discutera une autre fois. Euh, donc l'idée, oui, c'était effectivement de partir de ce livre-là qui était Agile Competitors et Virtual Organization, qui est de 94, et j'ai appelé ça Retour vers le futur. Euh, Il y avait un élément, en fait, c'était aussi pourquoi s'embêter à lire des livres qui datent de 94 par rapport à tout ce qu'on sait aujourd'hui. Il y avait deux points. Donc il y a un point, en fait, bon, qui peut-être qui est commun en tous les cas pour nous, c'est les frameworks, sortir des frameworks. Il y en avait un autre aussi, qui était important pour moi aussi, c'était le manifeste agile. C'était dire en fait, est-ce que le manifeste agile, il ne nous empêche pas, en dépit de tous ces apports, de penser l'entreprise agile, étant donné qu'au départ, c'est quand même fait, en tous les cas, d'une conférence sur les méthodes légères de projet, et que le mot agile est choisi finalement un peu par hasard dans un brainstorm. Ça aurait pu être un autre mot, ça aurait pu être lightweight, il y avait Essential qui était proposé. Donc, à un moment donné, voilà, donc c'est un peu informel. Donc, moi, j'ai formalisé comme ça, je retire peut-être juste cette formalisation ici. Je n'ai pas trouvé mieux comme façon de le formuler sur l'agilité, en tout cas pour notre travail. C'est que le manifeste agile, il ne donne pas une définition du mot agile. Vraiment, il emprunte ce mot-là, et que ce mot agile, il a acquis une nouvelle signification dans le contexte du développement logiciel. Et donc, je me dis que on devrait se sentir libre d'emprunter ce mot. Pourquoi pas faire un manifeste agile pour l'entreprise, pour lui donner une signification qui lui s'appropre dans le contexte de l'entreprise. Bon, c'était un point important, en tous les cas, Ouais, moi, parce qui que me c'est une semblait question assez. qu'on se pose, hein, qu'on s'est posé. Est-ce qu'il y a un manifeste? Est-ce qu'on repose sur le manifeste, etc. Donc, tu as raison de le préciser. Ouais. Ouais. Donc pour moi, je dis non, en fait, hein, surtout non, parce que ce serait même une erreur, enfin, je veux dire, non pas de tirer les bénéfices du manifeste, mais de dire la clé de voûte de l'agilité, c'est le manifeste. Ça, c'est une erreur. Ouais. Enfin, pour moi, ce serait même une erreur, puisque ce n'est pas le cas. Donc par contre, il faut l'expliquer. Et vraiment, je trouve, de revenir sur voilà, les origines, c'est important pour la suite, et donc de s'en libérer, quitte à y revenir, mais on peut s'en libérer. Euh, En revanche, effectivement, donc ce qu'on voit, c'est que Agile, lui, est apparu finalement en 91 dans justement un premier rapport qui s'appelait le 21st Century Manufacturing Enterprise, la stratégie qui était commanditée par un secteur donc manufacturier aux États-Unis pour relancer ça.
C'était dans le cadre de l'entreprise agile et c'était pour faire face justement aux Japonais et au lean manufacturing. Donc finalement, voilà, donc tous ces éléments, le manifeste agile, les frameworks, voilà, qui nous enferment dans des solutions limitantes, le fait qu'il y ait déjà une réflexion qui a été menée sur l'entreprise agile et puis finalement une autre signification du mot agile qu'il est possible de donner. Donc, on a le droit, bon, me semble-t-il, de donner. Bon, voilà, c'est une voie complémentaire pour travailler sur l'entreprise agile. Alors, ce qui est intéressant, bon, c'est que je dirais des définitions, on l'a dit, il y en a plein qui ont été données. Donc là, c'était la définition, c'est une vraie vision qu'apporte ce livre. Et à la fin, c'est une vision. Donc là, ils définissent l'agilité justement comme cette capacité à prospérer dans l'environnement concurrentiel où les opportunités de marché elles changent continuellement, elles sont totalement imprévisibles. Donc là, voilà, c'était. Et puis, il y a eu des compléments. Et je trouve que ça nous donne peut-être forme à nos intuitions. En tous les cas, du fait que cette elle est dynamique, elle est spécifique au contexte. Elle embrasse le changement. Il y a ce mot agressif aussi. C'est un changement de manière agressive. C'est Donc, on sent étonnant, que ce ça. n'est pas du truc pépère. C'est un. C'est étonnant, cette définition du changement agressif, de manière agressive, je veux dire, Ouais, et orienté vers la exactement. Et croissance. En plus. C'est oui. quand même très spécifique, mais bon. OK. Alors, justement, on parlait tout à l'heure du livre, il ne s'agit pas d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts, de barricader l'entreprise pour affronter les tempêtes. Alors, c'était marrant parce qu'en lisant ça, justement, de faire l'atelier, c'est assez drôle en fait parce que c'est exclusif comme élément, alors que finalement, on est en train de se dire que peut-être qu'on est dans une définition de l'entreprise dans tout ça cohabite en même temps. Et ça, c'était assez drôle finalement parce que c'était un peu ma réflexion ici, et on verra dans la suite. Donc après, oui, ça redéveloppe un petit peu cette agilité agressive, donc sur la création d'opportunités, vraiment de profit, de croissance. Voilà, les concurrents agiles, ils précipitent le changement, c'est des notions d'agressif, ils créent de nouveaux marchés, nouveaux clients. Donc on est sur cet axe-là, à partir de leur compréhension des évolutions de leurs clients. Aussi des choses qu'on a déjà lues et vues aussi, qu'il n'y a pas de l'agilité, ce n'est pas un objectif, voilà, on n'achève pas le voyage vers l'agilité, il est permanent, c'est une direction. Cool. Le mot agressif, il revient souvent là dans ta Oui, présentation ouais, de C'est cette étonnant, planche. hein. Il est dans la source ou c'est une oui, ça interprétation? c'est que la traduction de la source. J'ai pris D'accord, d'accord. là c'est la traduction de la source. Parce que J'ai du coup, repris quelques phrases qui. il nous pose question et c'est vrai qu'on a presque envie de le remplacer par radical ou quelque chose comme ça et ça serait plus, même peut-être plus juste. Mais par contre, s'il est dans la source telle que agressive, bon, c'est voilà. Ok. Agressif, peut-être la Parce que je notion pense de que ça veut survie dire aussi. radical, tu vois. Je pense que ça veut dire radical. Ça veut dire, voilà, on le fait, on y va, on le fait franchement. Mais ça veut pas dire on le fait agressivement. Tu vois, c'est pour ça que, bon, bref. Moi, je le prends plutôt comme agressif que radical, mais je trouve que D'accord, ok, je pense j'entends. que Parce que ça veut radical, ça bien veut dire dire autre agressif, chose, hein. peut-être lié au contexte aussi. Après, bon, il peut toujours y avoir d'autres traductions peut-être à relire la source d'origine, mais Ouais. on est là en fait dans un secteur qui est en train de couler face au lean manufacturing. Donc finalement, on peut survivre et qu'il y ait l'agressivité, en tous les cas, qu'il faille être agressif dans le C'est une question de changement, survie, dans ouais. une question de survie. Ouais. C'est comme ça, ce contexte-là, qu'il se pose ce livre-là. Hein. D'accord, ok. Il est fait dans ce C'est clair. contexte-là. C'est clair. Merci. Alors justement, là, on a essayé de lier les trucs et justement, il y a une comparaison lean puisque justement, c'est le lean manufacturing, en fait, le sujet de l'époque, les concurrents, les Japonais, ils sont au lean manufacturing et là, on donne une vision, ils disent, en fait, pour survivre, il faut aller vers des entreprises agiles. Donc, justement, la compétition agile, elle est comparée, voilà, ce qu'ils appellent au-delà des stratégies marketing japonaises de lean manufacturing. Donc, c'est vraiment très bien dit. Là, pour eux, évidemment, ils redisent que c'est le lean, c'est l'efficacité, la flexibilité créée par leur innovation, mais c'est en matière de processus de production. Donc, c'est orienté pour eux à ces productions pour élargir la variété des modèles. Donc, c'est là qu'effectivement, il y a peut-être le lien avec le client, mais ça ne va pas assez loin pour eux, puisque ce qu'ils disent, c'est que voilà, pour eux, le problème,
réside dans le fait que c'était dicté donc, par les producteurs, hein, ceux qui font et qui déclarent et qui disent aux clients, voilà, tu auras ces choix et grâce aux lignes, tu auras plus de choix, mais maintenant, va choisir. Et dans l'agilité, ce qui dit vraiment l'agilité, c'est le choix qui est piloté par les consommateurs. Ce choix passe justement de la responsabilité du client à celle du producteur. Le producteur, c'est lui qui incite, qui initie pardon, la relation interactive à travers laquelle le produit à produire est défini conjointement. Donc ça, c'est des choses, je trouve, très modernes et aussi qui positionnent un petit peu ce qu'on se disait peut-être dans le lean de l'époque qui est défini là. Et juste, à l'époque, les stratégies étaient très orientées sur la customisation, hein. Donc, comment dire, des axes stratégiques marqués aussi, hein. Donc, Ouais, mais une customisation de masse en fait aussi, parce que c'était ouais. customisé aussi Non, mais dans un justement, nombre de choix limité. Maintenant, tu choisis, tu as plus de choix, quoi. ouais. Non, mais C'est donc tout pas ça, faut le remettre tout ça dans le contexte exactement, le oui. même qu'aujourd'hui, hein. Donc, C'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc là, c'est là, et justement, c'était assez drôle là, parce que justement, dans l'atelier, moi, je trouvais quand même ça assez drôle que tu donnes cet atelier aujourd'hui, parce que penser de la mise en œuvre de systèmes hybrides, agile finalement, dont on a aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs safe ou que ce soit dans l'entreprise, est-ce que ça peut répondre aux besoins de certaines entreprises, tu vois, lesquelles je trouve dans l'atelier, déjà, on a commencé un petit peu à y répondre, de dire peut-être, ça faisait un peu comme DevOps, là, je me disais à un moment donné, rapidité, comment dire, stabilité, agile lean, à un moment donné, effectivement, on est dans une rapidité, en tout cas, de conquête de clients, mais à un moment donné, il y a aussi peut-être un peu d'efficacité qui nous est donnée. Donc, on a peut-être besoin des deux en même temps, mais et c'est vrai que c'est étonnant de se dire que ces grandes entreprises, parce que là, il s'agit de grandes entreprises existantes, à l'époque, finalement, dire, enfin, on verra la suite, effectivement, comment peuvent-elles devenir agiles que sur cet axe agile. Alors là, ça détaille un petit peu il y a quelques éléments qui permettent de dire qu'il y a 4 dimensions qui sont abordées dans le contenu sur la compétition agile, donc enrichir les clients, donc ça, on va voir ce que ça veut dire parce que ça ne veut pas dire grand-chose derrière le mot. Il y a la coopération pour améliorer cette compétitivité. Il y a s'organiser pour maîtriser à la fois le changement, l'incertitude et tirer parti de l'impact des personnes, de l'information, donc quelque chose d'ailleurs, un élément dont je ne sais pas, on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure. Alors, enrichir les clients, donc il y a l'idée effectivement que c'est la vente de solutions versus de produits au sens produit fini, hein. Il y a cet aspect de conçu voilà, par le producteur et le client et producteur travaillent ensemble sur une opportunité client. Donc à chaque fois, il y a versus, c'est à chaque fois versus le mode traditionnel conçu par le producteur, que la qualité est mesurée par cette satisfaction du client sur l'ensemble de la durée de vie du produit, et non pas sur l'aspect production. Et c'est des opportunités de produits personnalisés versus produits standards. Donc là, c'est personnalisé. Ce que tu disais tout à l'heure, là, ça a été assez loin. Et alors là, ça va assez loin dans cette vision. Et on est dans le manufacturing, hein, il ne faut pas l'oublier, on verra tout à l'heure. C'est des produits qui sont configurés au moment de la livraison et qui seront reconfigurables pendant le cycle de vie pour répondre aux besoins. Alors là, c'est assez drôle, c'est-à-dire qu'il définit finalement que être agile, finalement, ce sera concevoir ce type de produit. On ne peut pas être agile si on ne fait pas des produits modulaire, configurables et reconfigurables. Donc ça, c'est quand même un élément de vision que je trouve extrêmement intéressant. Il y a le fait qu'il y a plus d'informations, le produit peut lui-même être de l'information. Et puis les prix aussi, qui ne sont pas basés sur le produit, mais sur, voilà, sur les services qui sont offerts finalement sur un profil de compétences au fil du temps pour fournir une capacité. Donc finalement, enrichir les clients, là on voit finalement c'est beaucoup de choses autour de bien il faudra avoir une autre vision de la des produits dans le domaine des produits manufacturés quand même, hein. On n'est pas dans le domaine, ça qui est fait très intéressant, modèle n'oublions pas, Tesla. on n'est pas dans le domaine du logiciel. Pardon? Je trouve que ça ressemble assez au modèle Sia Tesla. Bah, exactement, je l'ai mis après, je trouve aussi. Ça ressemble énormément au modèle Tesla, ça ressemble effectivement sur les produits manufacturés. Je pense que Tesla aujourd'hui, enfin me semble, je n'avais pas d'autres exemples qui me venaient en tous les cas, mais il y en a peut-être d'autres. On y est peut-être en fait dans l'agile manufacturing. Alors coopérer, là justement, bah, ça nous apporte peut-être quelques éléments, et là on verra, c'est peut-être assez différent finalement de ce qu'on voit en tous les cas. C'est vraiment l'interdépendance, c'est-à-dire que
c'est des partenariats qu'on fait, c'est des organisations virtuelles, c'est-à-dire que voilà, versus, on n'est pas dans l'intégration verticale, comment en interne on peut s'organiser pour, c'est croire beaucoup en tous les cas à s'organiser avec d'autres, c'est d'encourager le partage, la coopération, même avec les concurrents. Donc là, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense c'est l'open innovation qui m'est venu, je dirais, en tête. Et en même temps, comme on fait ça, on est très fort sur la protection et le partage de la propriété intellectuelle. Parce que du coup, si on coopère et qu'on travaille avec des partenaires et des concurrents, donc sur la propriété intellectuelle, on est assez musclé. Voilà. Là, c'est un peu plus interne, orienté donc là vers l'extérieur. Hein. Donc du coup, être agile, c'est finalement savoir travailler avec l'extérieur, c'est savoir travailler en interne, en tous les cas, dans des équipes, c'était dit, voilà, plutôt que des individus. Là, les éléments de mesure, il y a aussi des éléments de mesure que je n'ai pas mis à chaque fois, mais là, comme l'auto-organisation, le système de récompense, objectif de performance. Il y a l'idée que tous les employés rencontrent les clients. Bon, c'est peut-être voilà, encore une vision un petit peu utopique, mais c'est cette idée-là. C'est conçu, ça a été dit par le producteur et le client qui travaillent ensemble. C'est pas si utopique que ça. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans la grande distribution, où dès le moment où tu intègres les équipes, à quelque niveau que tu sois dans l'organisation, tu fais de l'intégration avec 1 semaine, 2 semaines sur le terrain. Donc, que les employés rencontrent les clients, pas déconnant, quoi. Ouais, mais ouais, ça peut exister, mais moi, voilà, c'est peut-être une utopie pour moi. Mais en effet. Il y a tout ça aussi, il y a des infrastructures. On était au début, en tous les cas, dans l'ère du numérique quand même. Donc, il y a des infrastructures pour permettre, en tous les cas, ça se fait effectivement sur la base de systèmes en place, systèmes de coopération. S'organiser aussi pour maîtriser ce changement et cette incertitude. Donc là, quelques éléments choisis. Voilà, l'organisation réseau est redite versus la hiérarchie organisationnelle, mais bon, en réseau, ça a été dit tout à l'heure, ça mériterait quand même qu'on décrive ça. Une gestion distribuée vers une gestion centralisée. Vous voyez, moins de niveaux organisationnels versus de nombreux niveaux organisationnels. Donc, on est en tous les cas vers des choses qui vont dans un sens. En tous les cas, voilà, quand on va vers l'entreprise, on, on met en œuvre ça. Alors, des équipes aussi d'opportunités clients versus des départements fonctionnels. Donc, des équipes qui sont orientées vers ces opportunités et qui flairent. Donc là, on était tout à l'heure, voilà, peut-être vers ces modes un peu explorateurs, d'exploration, de croissance. On veut bien voir qu'il y a des équipes d'opportunités clients, en tous les cas, beaucoup plus présentes. L'organisation est dynamique et efficace pour atteindre des objectifs et des buts changeants. Elle n'est pas statique. Donc, tout à l'heure, on pensait à routine, on pensait à d'autres choses. On retrouve ces éléments-là. L'aspect benchmark aussi, se benchmarker donc, comme pratique, et avec des entreprises d'ailleurs qui ne sont pas dans tous les secteurs économiques, dans son secteur, voilà, dans tous les secteurs économiques, versus justement la tendance peut-être à se benchmarker avec des entreprises du même secteur, autour des mêmes prix. Le management, là, effectivement, les deux types, coach et inspirationnel, à l'opposé d'autocratique, directif. C'est le macro-management qui met en évidence, en tous les cas en avant, versus le micro-management. Cet esprit entrepreneurial aussi, entreprise, qui est opposé à la version du risque. Il y a aussi des éléments très importants qu'on connaît, mais qui ne sont pas forcément mis en œuvre, cette distribution de l'information qui donne du pouvoir. Justement, c'est tout le monde a le même niveau d'information pour pouvoir décider, pour pouvoir être autonome. La participation aux décisions également. Alors, beaucoup, évidemment, misé sur les personnes et l'information. Donc, c'est organisé alors, autour des compétences de base. Alors là, je l'ai mis entre explications un petit peu pour dire de l'entreprise et des partenaires, plutôt qu'organisé autour de lignes de produits, hein, puisque l'entreprise, elle est plutôt virtuelle. Et les éléments importants, ici, alors ce qui est mis en avant, finalement, ce serait un peu dans le manifeste, c'est le plus important que les compétences des personnes, les connaissances et l'information sont les actifs les plus précieux. Et finalement, le reste, c'est-à-dire que la flexibilité alors des installations physiques, là on est dans le manufacturing, le faible taux de défaut, l'automatisation sont des expertises implicites. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on met le focus. Donc, c'est donc plus important que ça, mais c'est important aussi
Et là, on voit encore une fois la différence qui est marquée avec le lean manufacturing. Mais l'éducation au niveau de, voilà, comme valeur de l'actif, contrairement comme avantage, il y a à faire confiance et autonomiser les employés, travailler voilà, dans un cadre organisationnel à l'opposé d'auditer, de surveiller des employés. La rémunération donc des employés qui est basée sur les profits, qui est basée aussi sur les compétences. Et là, c'était un petit peu à part dans le truc, mais les préoccupations sociétales, c'est en train de comprendre, d'être proche des clients. Donc, également, on pense aujourd'hui, et ils en parlaient déjà aux problématiques peut-être environnementales à prendre en compte et peut-être d'autres éléments aussi. Donc, voilà les quatre, je dirais, piliers qui sont là. Alors, je me suis lancé une petite conclusion, mais qui est forcément pauvre, je dirais, parce que en la faisant, j'aurais pu faire 10 pages de conclusion. Mais bon, je vous partage comme ça en ayant peut-être un petit peu de recul, en tous les cas sur la lecture du livre. Donc c'est vrai qu'on est en 94 là, à ce moment-là. Donc ce livre, ça porte plutôt une vision, c'est plutôt une vision quand même de l'industrie manufacturée US, voilà, qui aurait survécu si on est aujourd'hui. 30 ans plus tard, évidemment, ce n'est pas l'objet du livre. Donc, est-ce que cela s'est réalisé? On ne sait pas vraiment. Finalement, c'est un peu ça qui nous manque, puisqu'il parle d'une vision. Et là, tout à l'heure, ça a été dit, oui, on a l'impression de voir ça dans Tesla, mais finalement, toutes ces entreprises d'il y a 30 ans, qui sont des fois qui sont citées, je dirais, dans le livre, qui ont participé aussi à ce mouvement, finalement, est-ce qu'elles ont survécu? Comment se sont-elles organisées? C'est ça qui nous manque un petit peu. Et quand on se demande finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de. Est-ce qu'on prend des choses nouvelles? Alors, il y a. Voilà. Il y a beaucoup de. Vous m'entendez là? Oui. Il y a beaucoup de choses. Vous m'entendez? Oui. Oui. Il y a beaucoup de choses finalement qui nous semblent exister. C'est-à-dire que dans ce qu'on a cité là, à part peut-être quelques trucs un petit peu particuliers sur les partenariats avec les concurrents, et encore ça existe, ça ne sont pas des choses dont on n'est pas connaissance aujourd'hui, qui, je dis, c'est éparpillé, c'est-à-dire qu'on prend plus ou moins certains éléments, mais par contre, c'est des éléments qu'on retrouve tels quels chez nos GAFAM, dans les startups, les scale-up, dans la tech en général. Donc, ce sont des éléments constitutifs d'entreprises agiles, mais qui ont été nouvellement construites. Et ça pose la question de se dire, mais finalement, dans les entreprises traditionnelles, qu'est-ce qui a été mis en œuvre? Est-ce qu'elles se sont vraiment transformées? Est-ce que c'est même vraiment possible? Donc ça, c'est quand même une question qu'on se pose. C'est des choses qu'on connaît, mais là, on se torture encore l'esprit tout à l'heure pour dire, mais comment on fait dans cette entreprise, dans ce grand groupe, pour faire cohabiter tout ça? Et tout ça ne cohabite pas et est déjà présent dans ces grandes entreprises. Bon, tout à l'heure, effectivement, il y avait un petit point, moi, ça m'avait marqué, en fait, effectivement, sur les solutions du futur, parce que dire, voilà, en général, on pense comment s'organiser, comment fonctionner. Donc là, l'agilité n'est pas décorrélée de ces solutions du futur configurables et reconfigurables. Donc, comme élément de cette agilité, à la fois sur l'organisation du produit, moi, ça m'a fait penser dans un premier temps à l'iPhone. Finalement, c'est avec les apps, parce que finalement, notre téléphone, il est aussi configurable. Les plateformes, en tous les cas, les stores, c'est aussi des éléments de collaboration, finalement, avec des partenariats. Donc, je trouvais que c'était un exemple assez emblématique dans la tech finalement, de ce qui décrit comme modèle. Puis, en effet, la Tesla, là, dans les produits manufacturés, qui ont ouvert la voie, finalement, à ces produits qui sont configurables, qui sont reconfigurables. On peut retélécharger des logiciels, avoir des nouvelles fonctionnalités au niveau de l'automobile. Mais malheureusement, je dirais que c'est un exemple d'une entreprise nouvelle, mais en tous les cas comment dire, sur lequel effectivement les autres essaient de courir après. Et je trouvais ça un petit peu ironique finalement, enfin un peu dans la démarche, partager mon ironie en fait, c'est que au départ sortons un petit peu du manifeste agile, c'est-à-dire sortons de l'agilité IT, et finalement pour donner une vision finalement qui ressemble au mode du software. Bon, c'est juste un petit clin d'œil, je trouve un petit pied de nez au fait de dire sortons
par le monde du manufacturing, de l'IT, essayons de se construire une vision. Et dans cette vision, finalement, on se dit elle est réalisée peut-être grâce à l'IT. Ouais, mais parce qu'on ne connaît pas assez des exemples d'entreprises manufacturières qui ont été sur ces solutions sans l'IT, quoi. C'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a des produits aujourd'hui, reconfigurables sans IT du tout. oui. Enfin, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être dans le domaine effectivement environnemental aussi, des entreprises qui se font en dehors de l'IT aussi. Alors, c'est vrai que il y avait un point quand même, c'est que évidemment, et c'est un peu normal, on s'oriente vers l'intérieur de l'entreprise. Ce livre nous ouvre les yeux aussi, nous attire l'attention aussi sur l'écosystème dont a besoin l'entreprise virtuelle pour être agile, c'est-à-dire des partenaires, peut-être même des concurrents. Et là, c'est pas abordé, mais c'était dans son rapport. Il y a un cadre réglementaire, il y a un cadre politique, il y a un cadre financier dans lequel opère l'entreprise et son secteur d'activité. On voit la crise de l'agriculture, finalement dire, c'est pas chaque exploitation qui se dit comment être agile, ça se passe ailleurs que les problèmes sont réglés. Là, je lisais un livre sur l'ère post-agile et disait l'entreprise, si vous avez des actionnaires, déjà, il y a quelque chose dans le système de dire d'accorder des revenus à court terme, des profits sur l'actionnaire qui a des incidences sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, en fait, l'écosystème de l'entreprise, des fois, peut être finalement un élément à plus d'enjeux ou un élément qui fait qu'on ne pourra pas peut-être le faire. Enfin, on en a un peu discuté tout à l'heure, très rapidement, mais d'où on part dans l'entreprise. Tout à l'heure, on a parlé de maturité, de culture, de choses comme ça, mais c'est aussi comment est l'entreprise. En conclusion, où il y avait cet élément de conquérant, d'être agressivement conquérant, cette association de reconfigurable, de faire la distinction vraiment entre l'agilité et le lean. Donc, c'est vrai que c'est peut-être précieux aujourd'hui. C'est peut-être pas évident, mais je vois dans Save, par exemple, c'est quand même un élément qui est donné, qui nous dit pour passer à l'échelle, faisons du lean. Donc, c'est à la fois, ça répond peut-être à un besoin de type d'entreprise. Finalement, on se dit c'est peut-être pas si déconnant que ça, mais en revanche, c'est pas la vision d'être l'entreprise agile, c'est pas ça. C'est pas en tout cas la partie agile peut-être de l'entreprise. Effectivement, et dans le livre, bon, ce qu'il n'y a pas eu, je dis tout à l'heure, il n'y a pas eu que sont devenues ces entreprises, mais on ne nous dit pas non plus voilà, comment opérer pour faire cette transformation. En fonction d'où on part, c'est pas le sujet d'un livre, donc il fera peut-être un autre livre pour ça. Non, c'est faire. On sait faire. On fait ça tous les matins au petit déjeuner, nous. Donc, Voilà, c'est ça. Bon, après, voilà, il y avait 3 livres comme ça que je remettais ici, ouais, ce que qui sont dans le même truc. Mais bon, voilà, on est. Ça a l'air d'être le même sujet, mais Responsibility, il y a toute une partie sur vraiment la reconfigurabilité des chaînes, etc. Qui est... Oui. Bon, faut aimer le manufacturing pour se le... Mais toute la première partie, elle se ressemble. Ouais. Et puis, théorie de l'entreprise agile, bah, ça c'est aussi très intéressant. Ouais. Ok. Super. Merci beaucoup. C'était peut-être pas très informel, hein, du coup. Ouais, super informel. On peut le rendre un peu plus informel, je ne sais pas, là, dans l'échange, je ne sais pas comment tu veux, Laurent. C'est-à-dire que là, on a dépassé un petit peu l'heure. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Moi, ça me donne, en tout cas, ça m'a donné envie de le lire. Donc voilà.